Vous allez nous parler aujourd'hui d'Emmanuel Arago. En préambule, pouvez-vous nous en dire davantage sur la famille extraordinaire dont il est issu? Les Arago sont l'une des plus grandes dynasties républicaines du XIXe siècle. Aîné d'une fratrie de 11 enfants nés dans le village catalan d'Estagel, près de Perpignan, François Arago est la pierre angulaire d'une saga familiale exceptionnelle. Éminente tête pensante de l'Observatoire de Paris, éphémère chef de l'État en 1848, François Arago a donné son nom à de nombreux lycées. Un astéroïde, un cratère de la Lune et un cratère de Mars. Plusieurs de ses frères ont mené des carrières militaires remarquables, dont deux s'illustrent au service de l'indépendance du Mexique. Jacques, un autre de ses frères, est un voyageur et écrivain célèbre, inspirateur de Jules Verne. Quant à Étienne, son frère cadet, vaudevilliste renommé et activiste républicain, il prête ses traits à l'homme au chapeau haute forme, sur le tableau iconique de Delacroix, La liberté d'identité. Pour mieux comprendre l'action d'Emmanuel Arago à Lyon, pouvez-vous nous présenter rapidement les grands traits du personnage? Emmanuel Arago, en dépit de l'immense prestige de son père et de la renommée de ses oncles, parvient à se faire un prénom et à se construire un destin. Talentueux, courageux, acteur des révolutions de 1830, 1848 et 1870, il a la République chevillée à l'âme et au corps. Devenu une référence dans le monde politique, il est à la fin de sa vie candidat malheureux à l'élection présidentielle. Député et sénateur pendant plus d'un demi-siècle, il marque de son empreinte l'histoire de la politique française à une époque où celle-ci, passionnée et régulièrement bouleversée, est un véritable roman. Quel lien entre Emmanuel Arago et Lyon? Lyon est un épisode capital de sa vie politique. Certes bref, mais d'une extrême densité, qui l'a profondément marqué, au point de préciser fortement sa conception de la République, et qui en outre a été d'une importance trop souvent méconnue à Lyon. Du 28 février au 26 avril 1848, durant 57 jours, Emmanuel Arago est le commissaire du gouvernement provisoire de la République, issu de la Révolution de février, dans le département du Rhône. Durant ces 57 jours, il installe la République dans la capitale des Gaules, tout en veillant à résoudre les nombreuses et considérables difficultés de toute nature qui s'imposent, ainsi qu'en évitant la guerre civile entre les forces bourgeoises et conservatrices, incarnées par ces messieurs de Bellecour, comme il les appellera dans ses mémoires, et les forces populaires révolutionnaires des Voraces, comme ils s'appellent eux-mêmes. En février 1848, Emmanuel Arago a 35 ans. Il est connu comme avocat des Républicains. C'est un Parisien, fils du grand savant François Arago qui vient d'entrer dans le gouvernement provisoire. Dans quelles circonstances est-il nommé à Lyon et y arrive-t-il? D'un grand courage physique, Emmanuel Arago joue tout d'abord un rôle actif dans le déroulement des événements parisiens de la Révolution de février 1848, notamment dans la proclamation de la déchéance de la dynastie et la constitution du gouvernement provisoire sous la houlette de Lamartine. Son père, François, y entre avec le portefeuille de la marine et des colonies. Le 26 février, surlendemain de la proclamation de la République et de la formation de son gouvernement provisoire, Emmanuel assiste à l'une de ces réunions dans une ambiance survoltée, toute révolutionnaire. Il raconte dans ses mémoires. « Messieurs, messieurs !» s'écria Lamartine. « Après avoir brisé le hideux drapeau rouge sur la place de Grève, nous sauverons Paris. Mais Lyon, la fournaise de 1831, de 1834, qui d'entre nous aura le courage d'y lutter? » « Moi, si vous m'acceptez, répondis-je à l'instant. »« Toi ? Mon père m'approuve. » »« Oui, citoyen Ledru, ministre de l'Intérieur, je demande deux choses. L'autorisation officielle de m'adjoindre notre ami Beaune. »« Accordé !» »« La permission d'emmener, comme secrétaire, un élève de l'école polytechnique,
Accordé. Le lendemain matin, 27 février, à 6 heures, une voiture attend le nouveau commissaire du gouvernement dans le département du Rhône. Arrivé à Mâcon, Emmanuel s'informe de la situation à Lyon, où il arrivera le lendemain. Il apprend ainsi que, 2 jours auparavant, le 25 février, le préfet Louis Philippard a remis ses pouvoirs à une commission préfectorale constituée par la rédaction du Censeur, grand journal républicain lyonnais. L'ancien maire de Lyon a fait de même, au bénéfice du notaire républicain Démophile Laforest, entouré d'un comité municipal ou comité central de 80 membres, désignés par acclamation, composé de représentants des diverses sensibilités républicaines et même, dans l'improvisation inhérente à de tels événements, de citoyens pris au hasard. Emmanuel apprend aussi que, du 25 au 26 février, après leur surprenante évacuation par l'armée qui concentre ses troupes dans la presqu'île, des ouvriers se sont emparés de la ligne de fortification qui alors sépare, entre Rhône et Saône, Lyon de la Croix-Rousse, à l'époque commune indépendante. Ils occupent également des ouvrages militaires qui défendent ces fortifications, notamment la caserne des Bernardines et le bastion Saint-Laurent au bord du Rhône. Ces ouvrages militaires sont suspectés de protéger Lyon davantage des canuts révoltés que d'un ennemi extérieur hypothétique. En effet, à la Croix-Rousse se trouvent des milliers d'ateliers de tissage, ceux où travaillent les fameux canuts. Autre information donnée à Emmanuel, la garde nationale est organisée, les fusils distribués. Le général de brigade Neumayer est nommé commandant de la ville de Lyon. Emmanuel enfin est alerté par des récits sans fin sur l'exaltation, l'exaspération des classes ouvrières, leurs forces, leurs projets. On informe que le drapeau rouge, celui-là même dont Lamartine avait convaincu la foule de ne pas le dresser à Paris, flotte à l'hôtel de ville, place des Terreaux, où Emmanuel arrive le 28 février. Pouvez-vous nous évoquer le premier contact entre Emmanuel Arago et le comité municipal ? Quand il entre dans l'hôtel de ville et rencontre le comité central réuni autour du maire désigné, Démophile Laforest, l'accueil est hostile. Emmanuel prend alors la parole. Citoyen, commissaire... Une voix l'interrompt. Commissaire de qui ? Du seul gouvernement que réclame la France. Est-ce que par hasard, quelqu'un prétend ici fonder et gouverner la République de Lyon, comme on aurait ailleurs la République de Marseille, la République de Bordeaux, celle de Nantes et de Rouen? Non! Lorsque février 1848, fils de 89 et de 92, m'envoie représenter dans votre grande ville, si souvent glorieuse, la République française, une et indivisible, vous allez tous admettre que vos pouvoirs d'hier sont et demeurent périmés. Un énigmatique silence s'abat alors sur la grande salle. Emmanuel reprend. Mais j'arrive avec la volonté de bien mettre à profit vos légitimes influences et vous rends aujourd'hui les périlleuses fonctions que vous tiendrez de moi. Vous serez mon conseil. Le grand orateur et habile politique qu'est Emmanuel a réussi son effet. Les cris de « Vive la République !» retentissent dans l'assistance. Le comité central conquis, le plus difficile reste néanmoins à accomplir. Convaincre le peuple de Lyon, amasser place des Terreaux. Emmanuel doit rallier la foule au drapeau tricolore, celui qui avait adopté la monarchie de Juillet avant la présente République, en lieu et place du drapeau rouge, ainsi que Lamartine l'a obtenu à l'hôtel de ville de Paris, 3 jours auparavant. Emmanuel se tourne vers Laforest, le maire de Lyon. Citoyen Laforest, qu'on ouvre le balcon. Puis vers le général Neumayer, commandant de la ville. Citoyen Neumayer, un drapeau tricolore. Emmanuel reprend les mots de Lamartine et raconte le choix de Paris de rester fidèle aux 3 couleurs de la Révolution. Comme auparavant, dans la salle du Conseil, un inquiétant silence
traverse la foule, dont on ne sait comment elle va prendre ses paroles. Puis, Emmanuel attache lui-même le drapeau tricolore sur l'étendard rouge flottant au balcon de l'hôtel de ville. Des cris d'enthousiasme retentissent soudain. 5 minutes après, des milliers de bannières et d'oriflammes tricolores illuminent Lyon. « Vous avez eu votre heure », dit le général Neumeyer à Emmanuel. « Puisse-t-elle durer ?» Pouvez-vous nous présenter la situation économique et sociale de la fabrique des tissus de soie ? Nous allons nous exprimer, cher Bruno, sous votre contrôle, car vous connaissez cette question beaucoup mieux que nous. Le système économique et social spécifique de Lyon a pour nom la fabrique. Il remonte à la Renaissance et fait de Lyon, en 1848, la plus grande ville industrielle de France, la seule où une monoactivité industrielle domine l'économie locale. Les canuts, composés de tisseurs, chefs d'atelier et compagnons, forment une population d'environ 60 000 personnes. Propriétaires d'un ou plusieurs métiers, les chefs d'atelier partagent la vie et le travail de leurs ouvriers. Ils vendent leur production aux marchands fabricants. Ces derniers entretiennent avec les canuts des rapports sociaux faits de conflits autour du tarif ou prix façon, mais aussi d'une complémentarité et donc d'une certaine solidarité plus économique que sociale. En novembre 1831, la révolte des canuts, sans arrière-plan politique, a secoué l'Europe, bien au-delà de la Croix-Rousse, avec le slogan « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Quant à la révolte républicaine de 1834, qui a enflammé une partie de la France jusqu'à Paris, les idées socialistes, fourriéristes, icariennes, babouvistes ou saint-simoniennes s'y développent au sein du monde des travailleurs de la fabrique et y créent une nouvelle fraternité, une fraternité républicaine et sociale, comme le prouve le mutualisme de Pierre Charnier. Ces deux révoltes ont été matées par la monarchie de Juillet, plusieurs centaines de morts pour chacune. Depuis 1845, la fabrique traverse une crise grave, due à une concurrence plus rude, à une délocalisation des métiers dans les campagnes, au protectionnisme américain et aux spéculations. Elle tire les prix à la baisse, provoque la disparition de nombreux métiers, jette beaucoup de canuts sans la moindre indemnisation dans une pauvreté extrême et tend les relations entre marchands-fabricants, chefs d'atelier et compagnie. Venons-en maintenant aux forces politiques en présence en 1848. À Lyon, on observe une bourgeoisie légitimiste affaiblie depuis 1830, même si toujours vivante sur le terrain économique et religieux. Une puissante bourgeoisie orléaniste, libérale économiquement, partisane de l'ordre politiquement. Après la Révolution de février, elle se rallie à un républicanisme du lendemain, plus tactique que sincère. Ces deux premiers groupes correspondent aux messieurs de Bellecour. Une bourgeoisie républicaine, enfin, réunie autour du journal Le Censeur. Quoique sincèrement républicain et réformiste, dans le sillage du gouvernement provisoire, républicain de la veille, dans le langage 48art, ses membres, commerçants, professions libérales, n'ont pas l'importance économique des précédents. Cependant, ils partagent avec eux la crainte des désordres sociaux et politiques incarnés par les voraces. Démophile Laforest, le maire provisoire, appartient à ce groupe. Le petit peuple, canut ou autre, forme la majeure partie des 180 000 Lyonnais, auxquels il faut ajouter les 80 000 habitants des turbulents faubourgs de la Croix-Rousse, de la Guillotière et de Vèze, non encore absorbés par Lyon. Si la majorité est probablement en attente de ce qui va se passer, sous l'influence contradictoire de l'Église, influente, et des revendications sociales ou politiques, certains aspirent, depuis la révolte de 1834, à une véritable république sociale, et notamment le groupe des voraces. Le terme vorace est apparu en 1846 pour désigner des ouvriers exigeants des commerçants
qu'il ne fraude pas sur la qualité des marchandises vendues et des négociants qu'il paye un tarif permettant à l'ouvrier de mener une vie décente. Avec les événements de 1848, les Voraces accèdent à un rôle politique de premier plan. Héritiers de la fraternité issue des révoltes des années 1830, ils sont d'ardents républicains. Ils occupent les forts militaires et s'en prennent sans violence outrancière toutefois à la concurrence déloyale des gros ateliers religieux ou laïques employant une main-d'œuvre de femmes ou d'enfants. Leur république s'apparente à la république vertueuse de Robespierre, teintée du socialisme utopique naissant. Que va faire Emmanuel Arago face à un tel contexte? Éclairez-nous. Il a pour mission d'installer à Lyon la République telle qu'elle a triomphé à Paris autour du drapeau tricolore. Une République démocratique, fondée sur le suffrage universel, la justice et l'émancipation des citoyens par l'éducation. Mais aussi une République ayant le souci d'améliorer la condition ouvrière, notamment au moyen des ateliers nationaux permettant de lutter contre le chômage, à l'époque aucunement indemnisé, mais sans remise en cause de la propriété privée et des hiérarchies sociales. Une république du juste milieu au fond, entre le conservatisme de la bourgeoisie lyonnaise et l'aspiration à une république sociale des Voraces. Une république de la concorde civile, tandis que l'âpreté des oppositions sociales et politiques fait planer le risque de la guerre civile. Emmanuel Arago le déclare ouvertement dans ses mémoires. « Je m'étais promis que le sang ne coulerait pas à Lyon tant que j'y exercerai le pouvoir. » Il ajoute plus loin, « Durant les mois de mars et d'avril, je n'ai pas une minute perdu de vue le rôle dont je m'étais chargé, empêcher la guerre civile. » La question des fortifications tenues par les Voraces n'est-elle pas à l'origine d'une tension sociopolitique extrême? Parmi les questions les plus urgentes à traiter figure en effet celle des fortifications séparant Lyon de la Croix-Rousse et des ouvrages qui leur sont annexés. Évacuées de manière surprenante par l'armée au début de la Révolution, elles sont occupées par des éléments populaires largement influencés par les Voraces qui se sont emparés des armes qui s'y trouvaient, y compris des canons. À l'exception notable du républicain Neumayer, commandant militaire de la ville, les généraux, avec le soutien implicite des messieurs de Bellecour, républicains du lendemain, pressent Emmanuel de les laisser reprendre les fortifications par la force armée. Emmanuel, certain du massacre et de l'enchaînement revanchard qui s'ensuivrait, refuse tout net, préférant engager le dialogue. Mercredi 1er mars, il se rend donc sur les bastions de l'enceinte, à la caserne des Bernardines et au fort Saint-Laurent près du Rhône. Demandant aux occupants de quitter les fortifications pour rejoindre leur métier à tisser ou encore les ateliers nationaux à naître, afin de laisser l'armée réinvestir celle-ci, Emmanuel essuie un refus. Les Voraces exigent de conserver la garde des fortifications jusqu'à ce qu'on les autorise à les détruire. Reconnaissant la légitimité de la destruction des fortifications, ne protégeant Lyon que des canuts de la Croix-Rousse, Emmanuel promet d'obtenir du gouvernement qu'il en décide ainsi. Dimanche 5 mars, on apprend que le peuple, las d'attendre l'autorisation de Paris, commence à démolir spontanément l'enceinte fortifiée. L'après-midi même, Emmanuel annonce par voie d'affiche la démolition des fortifications entre Lyon et la Croix-Rousse, à l'exception du fort Saint-Jean, qui existe toujours en bord de Saône, jugé indispensable à la défense commune. Il ajoute « L'ordre public qui doit régner solennellement pendant l'exécution de cette grande mesure est confié au zèle et au patriotisme de la garde nationale et à la sagesse du peuple. Ceux qui le troubleraient sont les ennemis de la République. » 4 jours après, Emmanuel doit faire afficher une nouvelle proclamation. L'empressement des citoyens pour démolir les fortifications
a amené à la Croix-Rousse une affluence tellement considérable qu'il y a eu nécessité de suspendre ces démolitions pour empêcher des accidents. Les citoyens de la Croix-Rousse, qui ont réclamé la chute de ces fortifications, demandent aujourd'hui l'honneur de les démolir eux-mêmes par dévouement à la République. 2 semaines plus tard, Emmanuel constate que si l'enceinte fortifiée est bien démantelée, le fort Saint-Jean, la caserne des Bernardines et le fort Saint-Laurent demeurent armés et au pouvoir des Voraces. Vendredi 24 mars, accompagné d'Émile Laforest, frère du maire de Lyon et membre du comité central, Emmanuel convoque tous les acteurs de cette affaire à la mairie de la Croix-Rousse, en présence du conseil municipal. Après de longues et âpres négociations, Emmanuel conclut un accord, signé de tous, qui prévoit, en échange de 2 des canons qui s'y trouvent, la remise des forts à la garde nationale. Ensuite, laissons Emmanuel narrer comment le romantisme de son caractère se mêle au péril de l'événement. Tout s'arrange. Non, rien. Lorsque je vais sortir, les municipaux et les chefs ouvriers me suivant, la grande porte de la mairie se referme derrière moi et je me trouve, sans appui personnel, au milieu d'une affreuse cohue qui m'entoure, me presse, me menace, me pousse jusqu'au mur d'octroi où 12 hommes en blouse, fusils braqués à bout portant, veulent me faire jurer d'abandonner au peuple le fort et Saint-Laurent. La mort est là, mort immédiate, et je ne cède point. Je recommence le discours, les exhortations de la mairie, tout en me demandant duquel de leurs fusils éclatera le premier coup fatal. Émile Laforest, caractère héroïque, aussi justement populaire que son frère aîné, parut subitement, se campa près de moi, criant « Nous sommes 2, tirez !» La foule s'émut, les fusils oscillèrent. Très haut, j'intimai l'ordre au gardien de l'octroi d'ouvrir la grille sans retard et quittai seul la Croix-Rousse. 3 jours après, 27 mars, plusieurs milliers de citoyens de la Croix-Rousse, avec à leur tête le conseil municipal, viennent à la préfecture faire acte d'adhésion solennelle au gouvernement provisoire et témoigner de leur regret des égarements de quelques-uns la veille. Ainsi, les Voraces quitteront les forts, sans mort et sans violence, mais pas sans armes, ni sans dessein. En 1852, la Croix-Rousse sera rattachée à Lyon. La ligne de fortification séparant les 2 communes sera alors définitivement détruite et remplacée, quel symbole, par une grande voie de circulation dénommée Boulevard de la Croix-Rousse. Le fort Saint-Jean deviendra l'école nationale des finances publiques. Quant au fort Saint-Laurent, il est actuellement un lieu artistique provisoire, avant de devenir, dit-on, un hôtel de luxe. Tant qu'un tyran sera debout, nous aurons à combattre un républicain doit partout ou mourir ou l'abattre. Quand au lieu nos bras vengeurs courbent les fronts oppresseurs, marchons, prenons nos places au banquet de l'égalité. En avant les voraces, vive la liberté. Lyon voyait ses flancs meurtris d'une infâme ceinture. Elle étouffait, ses nobles fils ont vengé son injure. Sous leurs bras électrisés, les forces sont pulvérisées. Marchons, prenons nos places au banquet de l'égalité. En avant les voraces, vive la liberté. Trembleurs, que ferait votre main de canons et de poudre? Laissez au peuple souverain la justice et la foudre. Si nos tyrans ne sont plus, il reste encore des abus. Marchons, prenons nos places au banquet de l'égalité. En avant les voraces, vive la liberté. Marchons, prenons nos places au banquet de l'égalité. En avant les voraces, vive la liberté.
liberté. Quelle réponse à la crise économique et sociale Emmanuel Arago propose-t-il? À l'arrivée d'Emmanuel à Lyon, la situation économique et sociale est tout à la fois exécrable et explosive. Exécrable car si le contexte économique général est mauvais en France, à Lyon c'est pire encore du fait de l'importance de l'industrie et des difficultés conjoncturelles de la fabrique. Explosive car, sans aucune indemnisation du chômage, excepté le mutualisme, en outre dans un contexte urbain, ce sont donc des dizaines de milliers de canuts qui sont jetés dans la misère et la colère, et ce alors que l'occupation des forts leur a procuré des fusils et qu'ils sont pour beaucoup encadrés par les voraces. Le 6 mars, Emmanuel annonce la constitution d'une commission provisoire chargée de rechercher les moyens les plus propres à organiser le travail, composée de représentants de tous les métiers, de l'avocat au libraire et du marchand fabricant au chef d'atelier. Elle constitue en quelque sorte l'équivalent lyonnais de la commission gouvernementale présidée à Paris par Louis Blanc et l'ouvrier Albert, à laquelle elle doit soumettre le fruit de ses travaux. La commission va en outre organiser les ateliers nationaux à Lyon. Des chantiers sont ouverts à Fourvière, au Chartreux, ainsi qu'entre Perrache et Vèze, dans la perspective de la construction du chemin de fer vers Paris. Les chantiers fournissent du travail aux chômeurs misérables tout en constituant des lieux d'agitation sociale attisés par divers provocateurs. Ainsi, le général Ray, qui laisse sciemment stationner, sans protection et sans garde, quelques caisses de cartouches sur le terrain des chantiers de Perrache, pour mieux pouvoir dénoncer le péril social des travailleurs venus les voler. Mais Emmanuel comprend aussitôt la manœuvre et lui donne la suite qu'elle mérite. Le général Ray, relate-t-il dans ses mémoires, « Pourquoi ne le nommerais-je point ? S'empresse de me signaler ces scandales, me demande quelles mesures je compte prendre enfin. Celle-ci, général, vous sortirez de Lyon dans les 24 heures, sinon je vous défère à une cour martiale. » Il partit dès le soir. Dès la fin février, les ouvriers canuts s'en sont pris à des corporations et associations religieuses faisant travailler des jeunes filles et enfants pour de très faibles salaires, dans un but caritatif, mais en constituant, de fait, une concurrence déloyale pour les agriculteurs. Des locaux ont été investis, des métiers à tisser brisés ou incendiés. Le 10 mars, Emmanuel décide par arrêté la dissolution effective des congrégations non autorisées, et spécialement celle des jésuites. Le cardinal de Bonald, primat des Gaules, en appelle au ministre des cultes, Hippolyte Carnot. Ce dernier répond au prélat en apportant son plein soutien à Emmanuel, relevant que l'exécution donnée à son arrêté n'avait manqué ni de réserve, ni d'une sage modération. Voici un nouvel exemple de la volonté politique d'Emmanuel, mue par son idéal de justice dans l'établissement de la République, tout en conservant le souci constant et obsessionnel de juguler les causes d'affrontement. En outre, il faut bien reconnaître que contrarier les congrégations catholiques, particulièrement les jésuites, n'est pas vraiment pour lui déplaire. Face à une situation financière qui s'aggrave, comment va réagir Emmanuel Arago? Les 15 et 16 mars, apparaît la nécessité de pérenniser les ateliers nationaux naissants en se donnant de nouveaux moyens pour payer leurs ouvriers, priorité absolue, afin que les porteurs de pioches ne soient pas conduits à prendre ou reprendre les fusils. En application de la circulaire du ministre de l'Intérieur, Alexandre Moulin, au commissaire du gouvernement dans les départements, qui précise « Vous devez faire ce que les circonstances exigent pour le salut public ». Emmanuel signe, le 19 mars, 2 arrêtés lourds de conséquences. Ils lui vaudront par la suite de nombreuses critiques et même de graves accusations. Il interdit la sortie de Lyon des grosses sommes d'argent en numéraire et décide de lever un impôt extraordinaire égal à celui dû
pour l'année en cours, auquel il s'ajoute. Il appelle impôt extraordinaire d'1 franc cette imposition supplémentaire d'1 franc par franc déjà perçu pour l'année en cours, soit une augmentation de 100% de l'impôt initial. Une série d'exemptions permet d'épargner les petits contribuables. Pour Emmanuel, cet impôt ne se justifie pas uniquement par les nécessités financières, mais plus encore par les nécessités de la concorde civile et de l'esprit de fraternité de la Révolution. Ceux-là même, qui se pouvaient considérer comme les plus frappés, me félicitèrent à l'envi de les avoir sauvés par le meilleur moyen. Ils comprenaient bien, le 20 mars, que ma poitrine était un frêle rempart entre la multitude et les riches, les maîtres, les bourgeois, entre la Croix-Rousse et Bellecour. Qu'il fallait autre chose qu'une parole dévouée, ma seule arme à Lyon, pour apaiser la faim, calmer les défiances, pour faire régner la concorde et la fraternité. Ils avaient vu 100 fois que j'arrêtais court dans les rues des milliers d'hommes exaspérés en leur montrant l'affiche de l'impôt, en alléguant, alors je ne me trompais pas, que j'établissais cet impôt d'accord avec les imposés, leurs frères, peuple comme eux. Si des voix me criaient « Les rentiers, les oisifs ne payent pas d'impôts !» je leur répondais « Ils en payent. Lisez l'arrêté qui les taxe. » Et la foule se calmait. L'aveuglement cédait à l'évidence. Le lendemain, par télégraphe, seul moyen de télécommunication à l'époque, Emmanuel apprend que le gouvernement, au niveau national, a pris une décision similaire, quoique portant sur un impôt supplémentaire égal à 45% de l'impôt. Son souvenir demeurera sous cette appellation l'impôt des 45 centimes. Emmanuel décide de confondre les deux impôts supplémentaires, 45% pour l'État, 55% pour Lyon et le département du Rhône. Le 27 mars, le gouvernement approuve par décret l'impôt décidé par Emmanuel et sa confusion avec celui qu'il lève partout en France. Dans son exposé des motifs, Alexandre Ledru-Rollin rend hommage à Emmanuel. Je soumets en conséquence à votre examen un arrêté pris par le commissaire que vous avez envoyé dans le département du Rhône. Obligé de pourvoir à une situation extrêmement pressante, le citoyen Emmanuel Arago a déployé une très grande énergie. Pour assurer le travail, l'existence d'une multitude de travailleurs, il a frappé la ville de Lyon et le département du Rhône d'une contribution de 1 franc sur le montant total des 4 contributions directes. Cette contribution doit se confondre avec celle de 45 centimes que vous avez décrétée le 16 mars. En fait, Emmanuel nous fait percevoir que pour moitié l'impôt confondu, soit seulement 5% à destination de Lyon, au-delà des 45% collectés par l'État. L'impôt ainsi réduit, n'engendrant pas un produit suffisant pour renflouer les caisses, Emmanuel doit se saisir de 500 000 francs envoyés par le gouvernement à destination du comptoir d'escompte de Lyon. Il le fait en raison de l'extrême urgence de la situation, avec l'approbation du directeur du comptoir d'escompte, qui n'avait pas vraiment besoin de cette somme, et en rendant compte au gouvernement par télégraphe de sa nécessaire décision. Très critiqué avec beaucoup de malveillance pour cette initiative, on laissera entendre que la somme aurait servi à diverses turpitudes, voire carrément à rejoindre le patrimoine personnel d'Emmanuel, alors qu'elle n'a servi qu'à maintenir les ateliers nationaux en payant les ouvriers. Parlez-nous du 22 mars 1848, point d'orgue de la manifestation populaire. Malgré tous ces efforts, ce jour-là, l'émeute s'annonce, avec ses terribles conséquences. Spontanément, Emmanuel se porte en première ligne. Souvent, on m'avait dit « La Croix-Rousse descend ». Le 22 mars, cela fut vrai. Je me précipitais vers la porte Grande-Côte, au bas de la rue,
premier flot d'une avalanche furibonde. J'y monte. Ma présence étonne la foule. Ma voix, sincèrement amie, me semble calmer les meneurs. Moins un fauve, un sauvage, qui, spectre lamentable, agitant une hache, ne cessa de crier « À Bellecour! À Bellecour !» Je m'élance sur lui, le retourne, et le somme de m'apprendre son nom. Mon nom? Ah, citoyen. Des larmes le suffoquent. Je suis d'une famille nombreuse à la Croix-Rousse. Tout ce monde-là en est. Je m'appelle las de vivre. Effrayante réponse. Eh bien, Quoi, citoyen? eh bien, allons chez vous, nous causerons. Chez moi? Vous ne l'oseriez pas. Je l'ose. Allons. La scène qui suit va marquer profondément Emmanuel. L'avocat parisien va se trouver soudain confronté à la misère la plus noire, sa réalité et ses terribles conséquences. Écoutons-le raconter avec une émotion sincère. La foule suit. Je gravis 5 étages par un escalier sombre et boueux. Nous y sommes? Non, encore une échelle. Soit. L'échelle franchie, j'entre. Tableau poignant que Zola saurait peindre. Au fond de la soupente, une vieille accroupie, les bras liés, grimace. Ma mère, Dit Séguin, le vrai nom de mon hôte. excusez-la de ne pas se lever. Elle est folle. Ma femme, Je regarde. Une créature aux traits fins, pâle, maigre, squelette à peine vêtu de haillons. bonne ouvrière, elle cousait auprès de mon métier lorsque je travaillais. Elle ne coud plus. Les enfants la tracasseraient trop. 3 enfants, presque nus, se roulaient à ses pieds, se poussaient et riaient. Par hasard, ils avaient mangé le matin. Voici maintenant le ménage. Un grand trou servait de cheminée, entre 2 tas de choses. Vous ne devinez pas? Nos provisions, notre bois, cette marmite en place, toute notre vaisselle, avec 4 cuillères qui ne sont pas vendues. Nous faisons bouillir l'eau. Le bois, tenez, c'est les affiches que j'arrache la nuit. On devient voleur. Et l'eau chaude. Thérèse y fait mijoter doucement des croûtes de pain dur. Ces vieux légumes secs, des restes. Quelquefois, les dimanches, elle y jette du sel pour que ça joue la soupe. Séguin, Quoi, citoyen? je suis venu. J'ai vu. Venez à votre tour. Où, citoyen? Chez moi. Mais Sa femme l'embrasse. elle le veut, mais pas d'aumône. Non, certes. Les enfants, sérieux, immobiles, paraissaient nous comprendre. Et la folle geignait. 6 affamés de moins, beaucoup et peu. Au-delà des mots et des postures, quelles mesures vont être prises pour sauver la fabrique? Outre les ateliers nationaux, la seule manière de fournir du travail au Canut lyonnais est d'obtenir des commandes pour la fabrique. Après discussion, le gouvernement, sur l'insistance d'Emmanuel, passe commande à la fabrique de 43 000 drapeaux et 130 000 écharpes tricolores à destination de l'armée, pour une somme totale d'1 million de francs. Emmanuel décide ensuite de mettre en place une nouvelle commission réunissant marchands fabricants, chefs d'atelier et compagnons, qui répartira les travaux entre ateliers. Emmanuel Arago, d'après vous, a-t-il réussi sa mission d'apaiser Lyon? Durant ces semaines terribles, Emmanuel a usé de tous les leviers à sa disposition pour que les ouvriers aient du travail, des moyens de subsistance et ne soient pas tentés par la violence des fusils, malgré les diverses provocations, ce qui aurait pu entraîner répression militaire sanglante et situation de guerre civile. Par le moyen de 2 commissions, il a impliqué les divers intervenants économiques, on dirait aujourd'hui les partenaires sociaux. Il a usé autant qu'il a pu des 2 seuls moyens dont il disposait pour employer le maximum de chômeurs, les
les ateliers nationaux et les commandes pour la fabrique. Afin de financer cette politique d'urgence, et donc de payer les ouvriers, il fut contraint de recourir à un impôt exceptionnel, comme un gouvernement, puis de réquisitionner la somme de 500 000 francs. Tous ces efforts produisirent des résultats certes insuffisants, mais mais il est permis de se demander, dans ce contexte politico-économique, et avec les moyens dont Emmanuel pouvait disposer, comment on aurait pu faire mieux. Évoquez-nous maintenant le nouveau problème qui apparaît, les travailleurs étrangers. Avec la création des ateliers nationaux, de nombreux étrangers bénéficient, eux aussi, des emplois ainsi créés. Fin mars, un vent de xénophobie se lève à Lyon. Les étrangers, accusés de profiter des opportunités offertes par les ateliers nationaux, sont poursuivis jusque dans leur maison. Les chefs d'atelier sont mis en demeure de renvoyer leurs jeunes apprentis étrangers sous peine de voir briser leur métier. Emmanuel, indigné par ces violences xénophobes, bien éloigné de la fraternité des peuples prônée par la Révolution de 1848, très inquiet de leurs conséquences possibles, mais sans moyens suffisants pour s'y opposer aussi fermement qu'il sera nécessaire, se résout une fois encore à une solution de compromis dans l'obsession qui est la sienne de juguler les affrontements. Le 26 mars, il fait placarder l'avis suivant. Informé qu'un grand nombre d'ouvriers, étrangers à Lyon et aux villes suburbaines, y sont venus dans l'espérance d'y trouver du travail, et notamment de participer aux travaux publics ouverts par les diverses administrations, le commissaire du gouvernement provisoire dans le département du Rhône prévient les ouvriers étrangers que bientôt il deviendra impossible de les admettre au partage des travaux et des salaires que l'administration devra nécessairement réserver aux ouvriers de l'agglomération lyonnaise. Il les invite en conséquence à retourner momentanément dans leur patrie. Pour faciliter le retour, on délivrera à chacun de ceux qui le demanderont un passeport gratuit, donnant droit à une indemnité de route. Plusieurs centaines d'Allemands obéissent à cette invitation et retournent dans leur pays. Outre les Allemands, n'y a-t-il pas la question des Savoyards de Lyon? En effet, les menaces perdurent contre ceux qui sont restés, notamment les Savoyards. Le 28 mars, Emmanuel fait placarder une nouvelle proclamation en appelant à la fin de la xénophobie. Citoyens, vous êtes tous dévoués au gouvernement provisoire. Ceux qui disent que le gouvernement veut expulser les étrangers et les contraindre par la force à quitter le sol de la France, ceux-là, citoyens, méconnaissent le gouvernement provisoire et calomnient la République. Chassez les étrangers lorsque, de toutes parts, les peuples se lèvent en Europe pour imiter la France, lorsque nos frères d'Allemagne et de Prusse, d'Italie, brisent leurs chaînes en criant « Vive la France !» Suivons-la dans les voies de la liberté. Une telle mesure serait indigne de nous. Elle nous ferait mentir à la sublime devise du drapeau républicain: liberté, égalité, fraternité. Comprenez cela, citoyens, et que l'on n'entende plus dans les rues de Lyon, la ville hospitalière, des cris et des menaces que nous devons tous déplorer. Nos seuls ennemis, citoyens, dans la vie politique et dans la vie privée, sont les ennemis de la République. Vive la République! Je me permets de vous demander si la question savoyarde n'est pas plus complexe. Le projet de croisade républicaine des Savoyards de Lyon risque-t-il d'engendrer une crise diplomatique aux conséquences dangereuses? En effet, la protection des travailleurs étrangers est loin d'être la seule angoisse d'Emmanuel en ces heures. Il sait que le départ des travailleurs savoisiens est en train de prendre une toute autre tournure qu'un simple retour au pays. Pour certains, il s'agit en réalité de mener une expédition armée pour arracher la Savoie au royaume de Sardaigne et la rendre à la France, à laquelle elle a appartenu de 1792 à 1815.
De nombreux liens unissent toujours la Savoie à la France. La province est francophone, au sein d'un royaume qui majoritairement parle italien et se situe de l'autre côté des Alpes. De nombreux Savoyards sont installés en France, dont beaucoup sont favorables à la nouvelle République. Emmanuel, malgré son esprit romantique, comprend immédiatement la folie de l'entreprise et le cataclysme diplomatique et même militaire qui pourrait en résulter. Il prévient immédiatement Lamartine, ministre des Affaires étrangères. Il se trouve tel projet d'invasion en Savoie. Les clubs étrangers y recrutent des nationaux français. Je n'aurai peut-être pas la main assez forte pour retenir ce mouvement du centre agité d'une ville populeuse. Lamartine ordonne en retour à Emmanuel de lever une armée et de l'envoyer à la frontière de Savoie, tout autant pour éviter sa contamination à Lyon par les menées subversives des complices de l'expédition que pour tenter, si possible, de contrôler au plus près cette équipée funeste. Comment ce projet se concrétise-t-il et comment, une fois de plus, Emmanuel agit-il ? Le 28 mars, des Savoyards se rassemblent et prennent la décision d'aller, à quelques milliers, proclamer la République en Savoie. Emmanuel reçoit leurs représentants qui l'invitent à la prudence et à rentrer pacifiquement sans rien entreprendre contre leur roi, Charles Albert. Il se refuse à leur donner des armes. Le 30 mars, 3 à 4 000 Savoisiens, mais également Suisses et Piémontais, se regroupent place Bellecour, escortés avec tambours et trompettes par des détachements de la garde nationale et 200 voraces. Le cortège se met en branle le long des quais de Saône, débouche place des Terreaux et défile devant le perron de l'hôtel de ville, couvert d'une masse de spectateurs. La foule lance des acclamations, auxquelles le cortège répond par les cris de « Vive la France! Vive la République !» Emmanuel donne connaissance des ordres reçus de Paris visant à la formation immédiate de l'armée des Alpes. Le 1er avril, loin de tout canular, les murs de Lyon se couvrent de la proclamation suivante. Citoyens, le commissaire du gouvernement provisoire veut répéter au peuple lyonnais, toujours si national et si patriotique, que pour la sûreté, la gloire et la grandeur de notre République, il faut que nos soldats, nos frères de l'armée, marchent à la frontière. Par un ordre du 28 mars, arrivé le 30 à Lyon, le gouvernement provisoire a désigné des troupes de notre garnison pour former au plus vite la première division de l'armée des Alpes. C'est pour ces troupes un honneur dont elles sont heureuses que d'aller porter les premières, en face de l'étranger, notre drapeau républicain. Nos embrassements fraternels leur diront au départ nos vives sympathies et, sûrs de leur courage, nous préparerons avec joie le triomphe de leur retour. Maintenant, citoyens, je fais appel à votre patriotisme et à votre sagesse pour que les préparatifs militaires, commandés par un départ de guerre, soient protégés par vous. Comprenez bien qu'une entrée en campagne nécessite des mouvements, des fabrications, dans tous les corps de troupes et surtout dans l'artillerie. Ne laissons pas la défiance se glisser parmi nous. Travaillons tous avec la même ardeur pour notre chère République. Vive la République! Parti de Lyon le 30 mars, sans attendre la levée de l'armée des Alpes, l'expédition des Savoisiens et des Voraces traverse la frontière et pénètre en Savoie le 2 avril. Le lendemain, elle fait son entrée à Chambéry, capitale de la province, sans rencontrer d'opposition. Le soir même, entraînée par le clergé et la noblesse de Savoie, la population commence à se soulever contre les nouveaux occupants et accentue ce mouvement le lendemain 4 avril. Le comité à la tête de l'expédition abandonne ses illusions le jour même par cette courte adresse. « Habitants de Chambéry, nous ne voulons rien vous imposer par la force,
Cessez toute démonstration hostile contre nous. Nous sommes en voie de capituler. L'affaire aurait pu s'achever ainsi sans violence excessive. Les autorités sardes promettant même une indemnité de route et une escorte pour regagner la France. Cependant, des incidents graves éclatent, entraînant des morts, entre 5 et 50, ainsi que l'emprisonnement des membres de l'expédition. Emmanuel délègue un émissaire à Chambéry et s'emploie afin de négocier avec le gouvernement sarde la libération des captifs, qu'il obtient après 9 jours de détention, 25 pour les chefs. Ainsi s'achève cet épisode quelque peu tragicomique, non sans un dernier témoignage, celui de l'ambassadeur du Royaume-Uni en France, le marquis de Normanby, qui rapporte le jugement plein d'indulgence de Lamartine envers Emmanuel. Monsieur de Lamartine a dit qu'il fallait avoir égard aux difficultés de la position dans laquelle se trouve le jeune Monsieur Arago. Il avait fait de son mieux, conformément à ses instructions, pour s'opposer au passage des bandes de Savoyards. Une dépêche de Monsieur Arago, que Monsieur de Lamartine avait entre les mains, prouverait, ajoutait-il, que ce commissaire avait fait de son mieux pour arrêter les manœuvres qui, comme il l'apprenait, avaient abouti à la proclamation d'une république en Savoie. Au final, c'est le Second Empire, détesté par Emmanuel et les Républicains, qui fera de la Savoie, par le traité de Turin de 1860, une province définitivement française. L'anniversaire de la révolte de 1834 constitue-t-il la dernière épreuve pour le commissaire Arago? Décidément, les périls se succèdent pour Emmanuel et pour la paix civile à Lyon. À peine l'un d'entre eux est-il conjuré qu'un nouveau se présente. Début avril, c'est la question de la commémoration de la révolte républicaine de 1834 qui clôt ce rude enchaînement. Nouvelle difficulté pour Emmanuel, nouveau danger pour le fragile équilibre qu'il tente obstinément de préserver à Lyon. L'initiative, prise par les clubs et beaucoup de républicains sociaux proches des Voraces, de commémorer la révolte républicaine de 1834 à l'occasion du jour anniversaire de son déclenchement, le 9 avril. Celle-ci est encore très présente dans les mémoires lyonnaises, puisque vieille de seulement 14 ans. Elle avait exigé la formation d'une république sociale, enflammé Lyon puis de nombreuses villes, jusqu'à Paris, et s'était achevée tragiquement par une terrible répression militaire appelée Sanglante Semaine, causant plusieurs centaines de morts, mise en œuvre par Adolphe Thiers, alors ministre de l'Intérieur du roi Louis-Philippe, et le préfet Gasparin. L'initiative de la commémoration revient au citoyen Joseph Théodore Hugon, ancien déporté de 1834, condamné au procès d'Avril, qui déclare « Honneur à nos vaincus de l'insurrection d'Avril, et par un hommage public et solennel, rendu à leur mémoire sur le principal lieu où ils ont scellé de leur sang leur foi républicaine, réjouissons leurs manes généreuses qui applaudissent du haut du ciel à notre organisation et à notre triomphe. » Naturellement, l'ensemble de la bourgeoisie légitimiste et orléaniste, ainsi que l'armée qui a mis en œuvre la répression de 1834, fustige avec force ce projet de commémoration. Emmanuel décrit ainsi la situation. Échouerons-nous sur ce dernier écueil? La glorification des insurgés d'Avril va-t-elle rallumer les discordes éteintes? Conduits chez moi, de sages républicains soutiennent que la garde nationale témoigne et prouvera son mécontentement. Les généraux affirment que l'armée s'unira aux gardes nationaux, car plusieurs régiments de la garnison actuelle ont essuyé le feu des anciens combattants. Tenant compte de la situation, en homme de principe, mais aussi en fin tacticien, Emmanuel décide de ne pas interdire la commémoration, mais de l'organiser lui-même, au nom de la République, afin d'en fixer le sens et d'en éviter les éventuels débordements. Quel parti prendre? Je déclare qu'en temps de révolution, si le gouvernement, qui ne veut pas de lutte, ne peut opposer que la force à des projets fâcheux,
non contraires aux lois, son devoir est de ne point s'abstenir, mais de les accepter et de les diriger. Je trace donc moi-même et publie l'ordre officiel de la cérémonie. Voici donc arrivé le 9 avril, un dimanche. La grande cérémonie est organisée place des Cordeliers, dans la presqu'île, devant l'église Saint-Bonaventure, où les travailleurs révoltés ont été poursuivis et tués par la troupe à l'issue de la sanglante semaine. Le discours d'Emmanuel ne manque pas l'occasion de concilier l'expression de sa foi républicaine et l'exhortation à l'union fraternelle, au rassemblement général des citoyens. Comprenez, citoyens, que le meilleur moyen d'honorer la mémoire des martyrs de la liberté, je vous parle en leur nom, c'est d'abdiquer ici, sur cet admirable tombeau, tout sentiment de haine et toute division. C'est de marcher résolument dans les voies de la République. C'est de nous embrasser, de nous aimer en frères et de crier 3 fois « Vive la République !» Même Jean-Baptiste Montfalcon, chroniqueur proche des messieurs de Bellecour, croit devoir reproduire les propos d'Emmanuel, en ajoutant, non sans une forme d'hommage implicite, « Cette mention ne serait pas impartiale si elle ne reproduisait les paroles par lesquelles M. Arago termine son discours. » Saisissant sa revanche, Emmanuel conclut dans ses mémoires. Il n'ajoutait point ces journaux du monarchisme clérical, mais attestait, sans l'avouer, que l'exécrable fête des martyrs fut la fête de la Concorde. Dans quel état physique et psychique se trouve Emmanuel en ce mois d'avril 1848 ? On l'oublie souvent, les acteurs politiques sont aussi des êtres humains, avec les limites inhérentes à leur corps et leur psychisme. Emmanuel enchaîne les épreuves, toutes plus intenses les unes que les autres. Comment y fait-il face, dans sa chair comme dans son esprit ? Depuis fin mars, l'accumulation des contraintes, des épreuves, des angoisses, des devoirs et du stress permanent finit par entamer sérieusement la résistance psychique d'un Emmanuel déjà sujet, par le passé, à des accès dépressifs. Le 24 mars, dans une lettre qu'il écrit à son ministre, Alexandre Ledru-Rollin, il lui révèle « Depuis que vous m'avez vu, j'ai vieilli de 10 ans. » Durant le mois qui suit, son état se dégrade beaucoup. En témoignent 2 lettres. L'une à Étienne, son oncle. Je dois te dire, mais n'effraie personne des nôtres, que je suis très souffrant. La fièvre seule me soutient quelques heures par jour. J'en suis à ne pouvoir plus manger, et pour peu que cela dure, pour peu que je doive encore rester à Lyon, je ne sais pas comment je reviendrai à Paris. Une autre lettre à son ami et confrère Jules Favre, avocat, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, est plus inquiétante encore. Tu ne saurais te figurer l'état dans lequel je suis. Ce n'est pas de la fatigue, c'est un épuisement absolu. Je suis complètement à bout, forcé de passer sur mon lit une partie du jour. Quelle ville que Lyon! Que de courants contraires, à chaque heure des menaces de collision. Au fait, j'ai réussi jusqu'à ce jour à éviter toute effusion de sang. Cela durera peut-être, mais je ne suis plus capable de rien. Et si vous ne songez pas à pourvoir Lyon d'un administrateur, le moment arrivera où personne ne sera plus ici à la tête des affaires. Et ce moment sera celui d'effroyables malheurs. Moi, je te le répète, je ne suis plus apte à rien si je n'ai quelques jours de repos absolu. Je sens que je suis très malade, à ce point que la fièvre seule me soutient. Je n'ose en vérité te dire à bientôt, car j'ai peur de ne pas me tenir sur mes jambes la semaine prochaine. Imaginerait-on un préfet d'hier ou d'aujourd'hui, aux prises avec un accident de santé compromettant sa mission, plutôt que de solliciter un départ discret, prenant à témoin la population de ses troubles par des affiches placardées dans toute la ville? C'est pourtant, au zénith du romantisme, ce que fait Emmanuel, annonçant aux citoyens la nomination de son successeur, Martin Bernard, dont il a été l'avocat en 1839. Il commence sa proclamation par ces mots
incroyable. Accablé de fatigue dans l'accomplissement de la mission qui m'a été confiée par le gouvernement provisoire, j'ai craint de voir mes forces s'épuiser tout à fait. À votre avis, de quel mal souffre-t-il ? Nous avons fait lire ces écrits à 2 éminents médecins psychiatres. Chacun émet la même hypothèse. Emmanuel aurait été frappé par ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Emmanuel Arago, un bon commissaire de la République en période révolutionnaire, ou juste un fonctionnaire qui fait son boulot? En outre, qu'a représenté sa gouvernance pour lui et pour Lyon? Emmanuel quitte Lyon le 26 avril. Il y est resté 57 jours. 57 jours, c'est peu dans la vie d'un homme, surtout par comparaison avec plus de 60 ans de vie publique qui furent les siens. Cependant, ces 2 petits mois sont décisifs pour Emmanuel dont la vie, le destin et même les conceptions ont basculé face à l'épreuve. Ces 57 jours ont fait du jeune et brillant avocat républicain l'amorce de l'homme de gouvernement qu'il deviendra pleinement à l'occasion de la République suivante. De l'éthique de conviction, pour reprendre les concepts de Max Weber, il est passé à l'éthique de responsabilité. Il a également découvert que, sur l'échiquier politique, il existait nettement plus à gauche que lui, qui pourtant rejoindra bientôt le groupe dénommé La Montagne, extrême gauche républicaine de l'Assemblée constituante. Sa conception de la République sera désormais fondée sur la légitimité inviolable du suffrage universel et un souci permanent d'équilibre au service de la paix civile. Pourquoi la ville de Lyon n'honore-t-elle pas davantage Emmanuel Arago ? C'est sûrement vous, cher Bruno Benoît, grand spécialiste de l'histoire de Lyon, qui saurait le mieux répondre à cette question. En tout cas, Emmanuel quitte Lyon sans y être regretté par les différentes forces politiques. Sa volonté absolue de préserver la paix, d'éviter les répressions et la guerre civile, n'a satisfait ni les voraces, ni les messieurs de Bellecour. Les voraces, qu'Emmanuel, mu sans doute par une indulgence romantique en faveur de républicains, quelle que fût la rudesse de leur opposition, décrit comme plus bruyant que méchant, plus ridicule qu'odieux, se moque pourtant de lui, dans une brochure intitulée « Détails circonstanciés et très curieux sur les voraces, les ventres creux et les vautours de Lyon ». À propos de son burn-out, on peut lire « Le commissaire ainsi houspillé et traqué en perdit la tête et le sommeil, si bien qu'un matin, une partie de ses cheveux se trouva blanchie. Un phénomène très singulier de cet accident, c'est qu'il a un favori tout blanc et l'autre a conservé sa couleur naturelle. » Quant aux messieurs de Bellecour, pour qui Emmanuel nourrit sans doute beaucoup moins d'indulgence, certains d'entre eux, au mois de novembre 1848, adressent contre lui une pétition à l'Assemblée, lui reprochant d'avoir commis un abus de pouvoir en imposant la fameuse taxe de 55 centimes et en saisissant les 500 000 francs destinés au comptoir d'Escompte. Emmanuel en est profondément affecté. Mais l'Assemblée constituante rejette ces accusations, en notant que l'arrêté du citoyen Arago a été pris dans des circonstances tout à fait extraordinaires et exceptionnelles, et qu'il a été régularisé par un décret du gouvernement provisoire qui n'a pas été abrogé. Paul et Bertrand, donnez-nous votre avis de chercheur sur cette absence mémorielle. Emmanuel n'est pas demeuré dans la mémoire collective lyonnaise. Pourtant, comme il le rappelle, personne à Lyon, pendant mon administration, n'a vu ses jours mis en péril. Personne, excepté moi. Les émeutes, les carnages, les morts, la mémoire du peuple lyonnais en regorge. Sans remonter jusqu'au martyrologe antique, le souvenir est vif des milliers de morts de 1793, 1794, 1795, des centaines de victimes de 1831 et 1834,
des dizaines de voraces abattus en juin 1849 par la troupe, marquant la fin de ce mouvement. Si des centaines ou des milliers de cadavres avaient jonché les rues de Lyon en mars et avril 1848, nul doute qu'Emmanuel serait rangé parmi les personnages honnis de la mémoire lyonnaise auprès des Chalier, Fouché ou autres tiers. En réalité, pas ou très peu de morts en mars et avril 1848. Emmanuel ne figure nullement parmi cette sinistre énumération. Et si c'était là l'hommage implicite mais réel du peuple lyonnais à Emmanuel Arago.